La commission auditionne les représentants de l'INA sur la neutralité et le financement de l'audiovisuel public. Le PDG Fabrice Lacroix et son équipe répondent aux questions des députés. Pour suivre ces échanges en commission, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Bonjour rapporteur, mes chers collègues, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle journée d'audition qui va nous permettre d'entendre ce matin successivement l'Institut national d'audiovisuel, puis tout à l'heure le studio TF1. Vous êtes l'INA, un acteur essentiel du secteur public audiovisuel. Je rappellerai simplement et en quelques mots que l'INA, au terme de la loi Léotard de 1986, est un EPIC chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. À ce titre, l'INA assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programmes et contribue à leur exploitation. L'INA exploite par ailleurs les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programmes dans les conditions prévues par les cahiers des charges applicables. Si l'on connaît l'INA depuis longtemps, elle a été créée en 1974 suite à l'éclatement de l'ORTF, temps bien lointain pour certains. Celui-ci a tout de même considérablement gagné en visibilité ces dernières années grâce au site Madeleine, qui est la plateforme de streaming que vous avez mise en place au mois de mars 2020 et qui permet à tout à chacun, pour 30 € par an, de découvrir ou de redécouvrir des documentaires, des films, des téléfilms anciens. Ainsi, et entre autres exemples, on peut visionner tous les numéros d'Apostrophe, de Bouillon de Culture, regarder Les Brigades du Tigre ou des pièces de théâtre tournées dans les années 50, 60, 70. On peut se distraire en regardant un épisode du fameux Alain Decaux raconte ou certaines séries américaines comme Le Prisonnier ou Drôle de Dame. Avant de vous poser quelques questions liminaires et de céder la parole au rapporteur, je vais rapidement vous présenter tous les trois et vous redire que nous sommes heureux de vous entendre ce matin. D'abord vous, monsieur Fabrice Lacroix, vous venez d'être nommé, pas plus tard que la semaine dernière, président de l'Institut national de l'audiovisuel. Vous êtes administrateur de l'ENA, vous avez notamment été administrateur de l'État, pardon. Vous avez été notamment directeur financier de Radio France, avant d'être directeur général adjoint, puis directeur général délégué de France Télévisions. Vous avez également été secrétaire général de l'établissement public du Grand Palais, puis directeur général de l'agence France Presse. Je précise enfin que depuis 2018, vous étiez directeur exécutif ressources du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. J'accueille maintenant Madame Agnès Chauveau. Vous êtes historienne de formation et vous avez soutenu une thèse sur l'histoire de la haute autorité de la communication audiovisuelle sous la direction de Jean-Noël Jeanneney à Sciences Po Paris. Sujet important et peut-être qu'on aura l'occasion avec le rapporteur de vous interroger aussi sur votre expertise d'historienne de l'audiovisuel. Vous avez été maître de conférence, puis chargé de mission auprès du président de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Vous avez été pendant près de 10 ans directrice exécutive de l'école de journalisme de Sciences Po Paris, chroniqueuse à France Culture. Vous entrez à l'INA en 2015 comme directrice déléguée à la diffusion et à l'innovation, avant d'en devenir la directrice générale déléguée. J'ajoute que suite à la suspension de l'ancien président de l'INA, Laurent Vallet, en août 2025, vous avez assuré l'intérim de la présidence de l'INA jusqu'à la semaine dernière. Enfin, Mathieu Dessau, vous avez longtemps travaillé au sein de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Vous avez été successivement directeur du Crédit Entreprise, puis secrétaire général. Vous êtes entré à l'INA en 2017, où vous avez été directeur administratif et financier, avant d'en devenir, en janvier 2021, le secrétaire général. Avant de vous donner la parole, pour un propos liminaire de 10 minutes, et comme vous le savez, et comme nous l'imposent les textes, je vous remercie de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter chacune et chacun à tour de rôle à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Merci, merci, merci. Et je vous cède la parole
pour 10 minutes, en précisant pour ma part que je suis membre du conseil d'administration de France Médiamonde depuis le mois d'octobre 2024 et que je suis co-rapporteur avec ma collègue Virginie Duby-Muller de la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, merci de nous recevoir ce matin pour une audition qui, si elle intervient dans le cadre d'une commission d'enquête, nous donne l'occasion de mettre en lumière le rôle particulier de l'INA au sein de l'audiovisuel public. Et vous en avez cité quelques extraits qui nous sont chers. La place de l'INA dans le cœur des Français et la manière dont il s'est profondément modernisé ces dernières années, le tout à un coût extrêmement modeste pour le contribuable. Un coût modeste et maîtrisé. Alors, avant toute chose, je me permets de préciser à votre commission que je viens tout juste de prendre mes fonctions, vous l'avez rappelé, et que dès lors, même si j'entends répondre de la manière la plus complète et la plus exhaustive à vos questions, je manque un tout petit peu de recul historique. Je pourrais donc être amené, sur tel ou tel sujet, à m'en remettre à mes collègues davantage au fait du fonctionnement récent de l'Institut. Je m'engage toutefois à le faire avec la plus grande parcimonie. Je commence par un bref rappel des missions de l'INA. Vous l'avez fait, Monsieur le Président, mais je le précise, donc créé par la loi du 7 août 1974, après la dissolution de l'ORTF. L'INA est un établissement public qui répond à un certain nombre de missions fixées par la loi de 86 et son cahier des charges, la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel, le dépôt légal de la télévision et du web, la production d'œuvres ou de documents audiovisuels, la formation initiale et continue, et la recherche, enfin, dans le domaine de l'audiovisuel. Alors cet organisme, qui était déjà honorablement connu des Français, vous l'avez dit, et déjà très apprécié par eux, a connu depuis le début de ce siècle, et tout particulièrement ces dernières années, une profonde transformation qui a modernisé ses outils, développé ses compétences et très largement accru son exposition. À la suite du grand plan de sauvegarde et de numérisation des archives audiovisuelles historiques, un investissement qui a constitué, au tournant des années 2000, un socle indispensable pour la suite et qui fait, je le précise, de l'INA le seul opérateur public mondial à avoir préservé presque intégralement son patrimoine audiovisuel. L'Institut s'est en effet engagé dans un vaste projet d'exploitation et de valorisation des fonds sur tous les supports et à destination de tous les publics possibles. Plutôt que de me lancer dans l'exégèse d'une période que je n'ai pas vécue au sein de l'entreprise, je vous propose de m'en remettre au dernier rapport de la Cour des comptes sur l'INA, publié en 2024 et qui dit les choses suivantes. Je précise, je m'appuierai beaucoup sur ces conclusions à l'occasion de cette audition. L'INA a confirmé et accéléré sa stratégie d'éditorialisation et de mise en valeur du fonds d'archives en s'appuyant sur la multiplication des supports de diffusion dans l'ère numérique, supports permettant de toucher des publics plus jeunes et diversifiés. Cette stratégie s'est déclinée sur plusieurs supports. France Info, LCP, avec Rambobina, bien connu dans cette enceinte, Culture Prime, multiplication des chaînes dédiées sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et Dailymotion, ainsi que sur des réseaux sociaux spécifiques, accroissant significativement la notoriété de la marque INA. Je cite toujours la Cour. Elle poursuit. Cette éditorialisation est de l'avis général un succès à la fois par le nombre de consultations et en termes de notoriété, la marque INA étant désormais identifiée par le public, y compris parmi les jeunes. Le nombre de vidéos vues est ainsi passé de 157 millions à 1,3 milliard entre 2015 et 2022, qui est la période sous revue. Je précise qu'aujourd'hui, ce chiffre atteint 2,2 milliards. La refonte complète du site ina.fr a également été conduite en 2021 afin de mieux l'adapter à la multiplicité des usages et en lien avec la stratégie de valorisation. Enfin, dit la Cour, le développement d'un service de vidéo à la demande, engagé en octobre 2015 avec INA Premium, a été accéléré avec la nouvelle plateforme Madeleine, et je précise que celle-ci compte désormais 100 000 abonnés. Enfin, l'INA a copiloté avec France Télévisions le lancement et la production de l'offre de Lumni destinée aux enseignants, qui, nous dit la Cour, s'est avérée particulièrement pertinente et a largement dépassé les objectifs fixés. Fin de citation. En faisant cela, l'INA est devenu un véritable média patrimonial de service public, conformément au projet stratégique qu'il avait engagé en 2015. Grâce donc et je la cite encore,
succès d'une offre renouvelée mieux adaptée aux usages, l'INA est désormais plébiscitée par les Français de tous âges et, j'y insiste, de toute sensibilité. 91% des internautes interrogés dans une étude récente ont ainsi confiance ou très grande confiance dans les contenus médias proposés par l'INA sur les réseaux sociaux, ce qui, en ces temps de très forte polarisation de l'opinion, est un taux exceptionnellement élevé. Cela signifie, en pratique, que le sérieux des contenus de l'INA fait l'objet d'une très très large adhésion du public. Les 18-34 ans, tout particulièrement, décrivent l'INA comme un acteur médiatique fiable et crédible car factuel, neutre, qui produit et diffuse des contenus audiovisuels dans un style documentaire. L'établissement a donc considérablement accru sa production, nous y reviendrons peut-être à propos de l'efficience du service public, il a considérablement élargi et rajeuni ses audiences. L'INA aujourd'hui, ce n'est pas seulement, passez-moi l'expression, la petite Madeleine des boomers, c'est le média patrimonial de tous les Français. J'ajoute que l'INA ne s'est pas concentré uniquement sur la valorisation de son patrimoine, il a également porté son effort sur ses autres missions historiques. La Cour souligne par exemple, je la cite toujours, l'incontestable dynamisme des activités de recherche, en particulier avec le projet de site data.ina.fr, où le très bon taux d'insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'INA, en moyenne supérieur à 80%. Elle relève également qu'au cours de la période sous revue, le nombre d'heures collectées au titre du dépôt légal, une mission essentielle de l'INA, a été multiplié par 2. Nous pourrons y revenir si vous le souhaitez. Mais ce qui me semble encore plus intéressant, en lien avec l'objet de cette commission d'enquête, ce sont les conditions dans lesquelles la modernisation a été conduite et le coût de l'INA pour les Français. Commençons d'ailleurs par ce point. Pour remplir ces différentes missions qui lui ont été confiées par la loi et qui, je crois, ne sont pas contestées, l'INA coûte en effet aujourd'hui 1,5 € par an à chaque Français. 1,5 € par an, soit 12 centimes d'euros par mois. Ce qui est encore plus frappant, me semble-t-il, c'est la trajectoire historique de ce financement public. Pour me préserver de tout soupçon de retraitement, voire de manipulation des chiffres, je vais m'en remettre encore une fois à la Cour des comptes. La fraction de la contribution à l'audiovisuel public versée à l'INA est en effet passée de 89 millions en 2015 à 88,6 millions d'euros en 2022. Vous avez bien entendu, le financement de l'INA par la redevance, tel qu'audité par la Cour, a en réalité diminué. L'impact en euros constants de cette attrition de ressources, évidemment, est encore plus massif. La Commission aura tout loisir de vérifier le simple calcul que nous avons fait nous-mêmes et qui aboutit à la conclusion suivante. Si la contribution publique de 2015, 89 millions d'euros, donc je le rappelle, avait été indexée sur l'indice des prix à la consommation, INSEE, elle aurait atteint près de 101 millions d'euros en 2022. Or, l'INA a reçu cette année-là, pardon pour ce lapsus, de l'ordre de 12 millions d'euros de moins. Et pour autant, à l'exception de l'année Covid, l'INA a systématiquement présenté des comptes à l'équilibre sur chaque exercice de la période. Une partie du manque à gagner a été couverte par l'évolution des revenus commerciaux, car comme le précise la Cour, l'inflexion stratégique vers l'éditorialisation a eu aussi des conséquences économiques positives, puisque les ressources propres, en baisse de 2010 à 2015, sont passées de 15,8 millions en 2016 à 22,1 millions d'euros en 2022. Le reste est lié à des mesures de rigueur et de bonne gestion. La Cour souligne la mise en place depuis 2015 d'une gouvernance solide, d'indéniables progrès dans la gestion, des procédures d'achat et de marché strictement encadrées, une organisation bien structurée et professionnelle, visant notamment à diminuer fortement le risque d'exécution de ces marchés, un dispositif renforcé de suivi des dépenses des dirigeants et la mise en place d'un contrôle interne financier, comme l'avait recommandé la Cour dans son précédent rapport. Fin de citation. Ce que nous disent ces éléments, en résumé, c'est que l'INA, par ailleurs de plus en plus appréciée par les Français, les chiffres le montrent, a connu une hausse très significative de son périmètre, a universalisé et rajeuni son audience et a largement modernisé ses produits, ses process, sa gouvernance et sa gestion financière. Le tout en ne prélevant pas de redevances supplémentaires aux Français et en trouvant des relais de croissance par ses activités commerciales. En clair, ce que constate la Cour, au moins sur la période 2015-2022,
c'est que l'INA a produit plus, a gagné plus et a coûté moins. Il me semble que cette commission d'enquête, si elle questionne légitimement l'efficience du service public, pourra reconnaître que l'INA a fait une excellente utilisation de l'argent public qui lui a été attribué, et que ses salariés, sous l'impulsion de leurs dirigeants, ont porté de véritables gains de productivité. Ce n'est pas un gros mot. Une fois que j'ai dit ça, est-ce que ça signifie que nous sommes au bout du chemin? Absolument pas. La Cour souligne, je la cite, que des points de fragilité demeurent. Elle a fait des recommandations, certes en nombre limité, 5, que l'INA a toutes commencé à mettre en œuvre. Par ailleurs, alors que les ressources publiques sont plus contraintes que jamais, nous arrivons désormais à un palier sur les ressources propres après des années de progression. Depuis 2024, en effet, les revenus commerciaux marquent le pas dans un secteur audiovisuel qui subit, comme d'autres, une conjoncture économique extrêmement défavorable. Il faudra donc redoubler d'efforts pour continuer à faire rayonner notre incroyable patrimoine audiovisuel et conforter toujours davantage les Français dans la confiance qu'ils accordent aujourd'hui à l'INA. Si je souhaite disposer, compte tenu de mon arrivée très récente, d'un délai raisonnable pour faire un état des lieux, des perspectives, des risques et des opportunités qui se présentent à nous, il est d'ores et déjà acquis que la feuille de route de l'INA passera par une gestion financière et sociale irréprochable et l'usage le plus rigoureux possible de l'argent public. Cela supposera également de traiter 2 ou 3 enjeux désormais vitaux pour l'ENA, sur lesquels je souhaite appeler l'attention de cette commission pour conclure. Il me semble, premièrement, essentiel de ne pas rater ou interrompre le virage stratégique, éditorial et technologique qu'a pris cet établissement depuis quelques années, qui l'a rapproché de ses publics, qui a consolidé ses missions, qui a complété son financement et qui lui a donné une avance, par exemple sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, qu'il faut absolument conserver en investissant dans l'avenir. C'est crucial, notamment pour espérer redynamiser les ressources propres de l'Institut. Deuxièmement, il devient désormais urgent de disposer d'une véritable visibilité sur les perspectives stratégiques de l'audiovisuel public. Il revient au pouvoir public, et notamment au Parlement, de décider si oui ou non, et de quelle manière, ces opérateurs doivent se rapprocher, car prolonger l'incertitude retardera leur modernisation et leur adaptation aux nouveaux usages dans un secteur audiovisuel extrêmement concurrentiel et lancé dans une mutation effrénée. Enfin, en lien avec ces 2 premiers points, il est primordial de disposer d'une meilleure visibilité financière sur la trajectoire de ressources de l'INA, et notamment sur la trajectoire de ses ressources publiques. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls au monde, et personne n'ignore la situation des finances publiques. Mais pour notre part, nous nous emploierons à convaincre nos autorités de tutelle, ainsi que la représentation nationale, que cela vaut la peine d'investir dans cet actif qui appartient à tous les Français, qui leur est cher, qui a une valeur patrimoniale avérée, et qui peut, je crois, en tant que leader européen et mondial sur ces sujets, leur être un motif de fierté. Merci de votre attention. Nous sommes bien évidemment prêts à répondre à vos questions. Merci pour ce propos liminaire approfondi et complet. J'aurai 2 questions et puis je cède la parole au rapporteur. Et comme il y a peu de collègues présents, il aura le loisir de poser toutes les questions qu'il souhaite dans les délais impartis. L'un des objets de cette commission d'enquête, c'est aussi d'interroger le mode de nomination des dirigeants de l'audiovisuel public, qui est un sujet important. Il y a eu des changements récents, en tout cas il y a quelques années. On a auditionné ici le président de l'ARCOM, l'ancien président de l'ARCOM, qui nous ont fait quelques recommandations. Et peut-être ma première question, elle ne vous surprendra pas. Est-ce que vous pouvez nous indiquer les modalités de votre nomination par le président de la République? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez présenté un projet pour l'INA? On a entendu dire alors, dans la presse qu'il y avait d'autres candidats. Comment s'est passé votre mode de nomination qui, je le dis, est différent du mode de nomination des autres dirigeants de l'audiovisuel public qui, eux, sont nommés par l'ARCOM, en tout cas ce qui concerne Radio France et France Télévisions? Oui, Monsieur le Président. Alors, j'ai fait une candidature spontanée. Ça pourra vous surprendre, mais je terminais mon aventure au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et je m'interrogeais sur mes missions futures. Comme vous le savez, comme vous l'avez rappelé, j'ai passé de nombreuses années dans l'audiovisuel public et constatant que la présidence de l'INA, même si elle était assurée par
par intérim par Agnès Chauveau n'avait pas été pourvu. J'ai sollicité le ministère de la Culture par un courrier de candidature et je suis allé rencontrer le ministère de la Culture pour lui expliquer mon intention de prendre la tête de l'INA. Donc c'est ainsi que ça s'est passé. Ça veut dire concrètement, pour mieux comprendre, c'est important aussi qu'on puisse mesurer aussi ce mode de nomination. Ça veut dire que il y a un appel à recrutement ou c'est une candidature spontanée. Vous avez écrit aussi au président de la République, à l'Élysée. Vous avez eu des échanges avec le président de la République, avec la ministre de la Culture, pour essayer de comprendre comment se passe ce mode de nomination. Alors, je n'ai pas eu d'échange avec le président de la République. J'ai eu des échanges avec le ministère de la Culture que je suis allé voir. Donc la direction générale des médias et des industries culturelles et le cabinet de la ministre de la Culture. Et j'ai répondu aux questions qui m'étaient posées. Mais je le répète, c'était vraiment une candidature spontanée. Est-ce que vous... Alors, c'est une question qu'il faudra poser à l'ARCOM, mais est-ce que vous pensez que ce mode de nomination différent pour l'INA se justifie, ou ou est-ce qu'une nomination par l'ARCOM, c'est-à-dire où il y a un processus de candidature qui est totalement transparent, ensuite avec un vote, etc., avec un avis des commissions, est-ce que éventuellement, en tout cas dans la loi, on réfléchit à pouvoir donner aussi l'avis des commissions parlementaires. Est-ce qu'il y a pour vous une justification qui fait que l'INA a un mode de nomination différent que les autres sociétés de l'audiovisuel public, ou à terme, on peut envisager un mode de nomination qui se rapproche du mode de nomination, par exemple, des présidents de France Télévisions et de Radio France? Je pose la question, c'est pas du tout par rapport à vous en tant que tel, c'est parce que c'est une différence. Et voilà, par exemple, est-ce que vous avez fait, quand vous dites que vous avez fait un acte de candidature spontanée, c'est-à-dire est-ce que vous avez rédigé, je ne sais pas, un projet de plusieurs... Voilà, comment ça se passe concrètement? Oui, j'ai rédigé un courrier en indiquant comment je percevais les enjeux de la présidence de l'INA. C'est difficile de répondre à votre question parce que je ne suis pas en charge de la définition du processus de nomination. J'ai envie de vous dire, c'est même au sein de cette assemblée sans doute que les choses peuvent, le cas échéant, évoluer. À mon sens, si je devais émettre un jugement ou un avis, c'est parce que l'INA n'a pas exactement ni la même mission, ni la même structure que les autres organes de l'audiovisuel public. L'INA est un établissement public, sous tutelle du ministère de la Culture, évidemment du ministère du Budget, mais alors que les sociétés nationales de programme sont statutairement des sociétés anonymes et ont évidemment une mission d'information, ce qui justifie évidemment à titre principal le mode de nomination, qui n'a rien à voir avec celle de l'INA. Donc c'est ça, me semble-t-il, qui justifie la différence de mode de nomination. Pour ma part, je n'ai pas d'avis sur le mode de nomination. Je me serais inscrit dans n'importe quel mode de nomination existant. Voilà. Et une dernière question, est-ce que dans votre courrier, dans votre projet de candidature, la question de la holding, vous l'avez traitée? Je l'ai dit, moi je suis co-rapporteur de cette loi qui vise à rassembler les forces de l'audiovisuel public, c'est-à-dire de rapprocher France Télévisions, Radio France et en l'occurrence l'INA. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à cette holding? Est-ce que dans votre projet ou candidature, vous avez évoqué la nécessité soit de préserver, j'allais dire, l'autonomie de l'INA en dehors de la holding, soit au contraire plaider ou en tout cas essayer de réfléchir au rapprochement de l'INA avec France Télévisions et Radio France dans une holding, et donc dans une gouvernance rapprochée? Oui, je l'ai évoqué et je vais être très franc avec vous. Je suis plutôt favorable à ce rapprochement. Après, le diable se niche dans les détails plus que des détails, mais c'est la manière dont sera opéré ce rapprochement qui aura une signification sur la capacité de l'audiovisuel public dans son ensemble à améliorer le service rendu aux Français. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Mais l'INA, j'ai envie de vous dire, par sa nature même, nativement, comme on dit aujourd'hui, l'INA est une structure de mutualisation. L'Institut a été créé aussi pour être le support des autres opérateurs de l'audiovisuel public. Donc, par essence, il est au service de l'ensemble de l'audiovisuel public. Ça a du sens, qui fonctionne au mieux avec lui. Et tout ce qu'on peut faire pour mutualiser les choses,
voilà, la production, l'organisation, ça sera très bien. Après, je le relève parce que j'ai eu quelques expériences de rapprochement et de fusion dans ma carrière. Il faut se garder de vouloir faire juste un rapprochement de structures sans avoir un projet stratégique, éditorial et de contenu derrière. À mon sens, c'est le projet qui doit primer, et ensuite la structure, elle permet au meilleur coût possible pour les Français, encore une fois, de servir ce projet stratégique. Merci, en tout cas, merci. Et je note que si la holding devait se créer, si la loi allait à son terme, que vous êtes plutôt favorable, même favorable à ce que l'INA ne soit pas écartée de cette holding, mais soit intégrée à la holding. Absolument. Merci pour vos réponses, et je laisse maintenant la parole au rapporteur. Merci Monsieur le Président, merci messieurs, merci Madame pour votre participation ce matin. Beaucoup de questions à vous poser. Les premières questions que je vous adresserai concernent l'une des 3 dimensions de notre commission d'enquête, c'est la dimension de la neutralité. Parce que je suis avec beaucoup d'assiduité vos contenus sur les réseaux sociaux. Je suis moi-même abonné des Madeleines de l'INA, j'apprécie énormément vos contenus. Il y a quelques jours à peine, je regardais par exemple un documentaire magnifique sur les années 60, qui retrace un peu les évolutions, notamment sociales et sociologiques, que vous pouviez exprimer. Donc tout ça pour dire que je suis un adepte un peu des contenus de l'INA, mais ce qui m'interpelle dans vos contenus, ce sont essentiellement vos réseaux sociaux. Donc ma première question est assez simple. Est-ce que vous pouvez me dire qui contrôle, qui gère aujourd'hui les réseaux sociaux de l'INA, notamment le compte Twitter, les comptes Facebook, Instagram, je crois TikTok aussi. J'ai pu apercevoir quelques éléments. Est-ce que c'est sous la responsabilité peut-être d'un ou d'une directrice de la communication, d'un ou d'une directrice de la ligne éditoriale, qui gère aujourd'hui ces réseaux sociaux? Alors, Monsieur le Président, je vais laisser ma voisine, je pense, répondre à cette question sur des sujets éditoriaux, notamment sur l'organisation du traitement sur les réseaux sociaux. Juste un propos liminaire pour vous dire que le sujet de la neutralité est un enjeu important pour l'INA, qui n'est pas soumis aux mêmes règles que le reste de l'audiovisuel public, compte tenu de sa différence de statut et de mission, mais qui, de lui-même, a mis en place des règles internes qui permettent d'assurer une pluralité de points de vue et une neutralité de ses contenus. Agnès, peut-être. Donc pour répondre à votre question, monsieur le rapporteur, tous les contenus éditoriaux de l'INA sont produits au sein d'une direction éditoriale à l'INA qui compte un peu moins d'une centaine de personnes. Au sein de cette direction, il y a environ 25 cartes de presse, donc 25 journalistes. Et il y a également, bien sûr, des documentalistes. Et ce sont souvent cette association de journalistes et de documentalistes. Les documentalistes ont le savoir historique sur le fond qui fabriquent ces contenus. Les contenus, vous le disiez, c'est-à-dire que tous ces contenus sont visés par un directeur de la rédaction, un directeur de la rédaction adjoint, et bien sûr le directeur éditorial et son adjoint, de façon à ce que, évidemment, ces contenus soient tout à fait, comme dans n'importe quelle rédaction, soient soumis à plusieurs contrôles hiérarchiques. Je vous remercie pour vos réponses. Donc, question simple, est-ce que l'INA, comme les autres entreprises du service public de l'audiovisuel, est aussi soumis aux mêmes obligations, notamment de la loi Léotard de 1986, c'est-à-dire l'honnêteté, le pluralisme et l'indépendance, ou est-ce qu'il y a un régime d'exception pour les contenus que vous diffusez? Alors effectivement, pas dans les textes, c'est-à-dire qu'on n'est pas soumis, comme les sociétés nationales de programme, au contrôle de l'ARCOM, sur notamment le pluralisme, l'honnêteté des contenus. Néanmoins, nous avons des règles internes, et en tant que service public, nous devons nous astreindre à ce pluralisme, à cette neutralité, à cette non-partialité des contenus. Ces règles internes sont partagées par l'ensemble de la rédaction et font l'objet de rappels quotidiens. Et si je peux ajouter quelque chose, parce que effectivement, je pense que vous avez raison de le souligner,
le volume de contenu mis à disposition est désormais vu par les Français, qui a explosé, comme vous l'avez entendu, comme vous le savez, justifie sans doute qu'on améliore, y compris en termes d'encadrement réglementaire, l'obligation de neutralité. Et moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on ait une réflexion là-dessus, parce que je considère que c'est de nature à nous protéger du point de vue de la perception du public, de toute accusation de biais partisan. Et donc, je mets à la disposition de cette commission, mais voilà, également de notre tutelle, pour travailler sur des sujets de ce type et s'assurer que jamais la probité de l'INA ne soit mise en cause sur ces sujets-là. Je vous remercie pour vos réponses. Concernant donc ces éventuels biais partisans, je vous avoue, et donc j'ai quelques questions, c'est cette première partie sur la neutralité que je voudrais aborder avec vous. Sur un événement récent, je me suis donc intéressé à la ligne sur vos réseaux sociaux, et je vous avoue que cette ligne éditoriale m'a quand même plutôt franchement interpellé. Je vais vous donner un exemple, c'est le 28 décembre dernier. Le monde entier apprenait la mort de Brigitte Bardot. Il était alors 10h45 en France, et quelques heures à peine après la mort de Brigitte Bardot, l'INA a fait le choix de davantage insister dans un premier format sur ses controverses politiques plutôt que sur sa carrière artistique ou son influence culturelle qui est éminente, évidente. À 15 heures précises, donc soit à peine plus de 4 heures après l'annonce de sa mort, les comptes Twitter, Instagram, Facebook et TikTok de l'INA publiaient une vidéo intitulée « Brigitte Bardot et la politique ». Vous auriez pu, à cette occasion-là, c'était le choix de traitement, mais vous auriez pu, à cette occasion-là, citer la phrase du général de Gaulle, qui est inscrite pour la postérité, je le cite, « La France, c'est moi et Bardot ». Mais non, on ne voit pas cette phrase dans cette vidéo. La vidéo insiste seulement sur, je cite, « les flirts avec l'extrême droite de Madame Bardot ». Fin de la citation. La vidéo rappelle ses déclarations sur l'islam, sur l'immigration, et commence dès la 6e seconde par cette phrase, je cite, « Icône du cinéma français, Brigitte Bardot était aussi célèbre pour ses propos jugés xénophobes. » Fin de la citation, dès la 6e seconde d'une des toutes premières séquences vidéo de l'INA en hommage à Brigitte Bardot. Alors, bon, cette approche, elle interroge d'autant plus que j'ai fait la comparaison, par exemple, à l'hommage que l'INA a réalisé pour un grand humoriste, Guy Bedos. Vous avez publié un tweet juste après sa mort le 28 mai 2020, je cite, « L'humoriste et comédien Guy Bedos est mort ce jeudi à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui une carrière de 6 décennies. » On le retrouve aux côtés de Sophie Daumier dans ce sketch de 1975, « Ce n'est qu'un au revoir ». Fin de la citation. Bon, vous le savez, Guy Bedos, c'était un militant de gauche, il ne se l'est jamais caché. C'était aussi un soutien assumé de Jean-Luc Mélenchon, il s'était rendu en 2017 à une marche pour la 6ème République. Son engagement était non seulement connu de tous, mais il était aussi public, et pourtant, dans cette vidéo, vous ne l'avez nullement mentionné. Pardon pour cette introduction un peu longue, mais comment est-ce que vous pouvez justifier que pour une icône internationale, et pas simplement cinématographique comme Brigitte Bardot, quelques heures à peine après l'annonce de sa mort, 4 heures, vous mentionnez dans cette vidéo ses liens avec l'extrême droite et ses positions jugées polémiques, mais pourquoi, avec un humoriste éminent aussi comme Guy Bedos, vous avez fait un choix de lisser son image et de le présenter vraiment comme ce qu'il a été par sa carrière et pas par ses engagements politiques. C'est aussi ce 2 poids 2 mesures dans la ligne éditoriale de l'INA sur les réseaux sociaux qui, moi, me pose de grandes questions. Pardon. Alors, je vous laisse répondre. Je veux juste préciser quand même, c'est important, la vérité des faits dans cette commission, même si parfois on caricature mes propos, on les instrumentalise, que M. Bedos, je ne crois pas, a été condamné 5 fois pour des propos racistes, il me semble. Pardon de le préciser. Je vous laisse répondre. Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Je vais revenir effectivement sur le traitement du décès de Brigitte Bardot. Et vous avez raison de le souligner. L'INA traite systématiquement les disparitions des grandes figures de l'histoire médiatique et culturelle. Le dimanche 28 décembre, nous avons traité la mort de Brigitte Bardot en diffusant 8 vidéos différentes. La toute première diffusée évoquait son rapport à la mort. Ensuite, nous avons traité une multitude
d'angle. Son rapport à la politique, sa réponse émouvante au questionnaire de Proust de Bernard Pivot dans Bouillon Culture, une vidéo plus inédite. Saviez-vous que c'est à Brigitte Bardot que l'on doit le nom de la tarte tropézienne? Retour sur l'histoire de cette pâtisserie, intimement liée à Brigitte Bardot et à Saint-Tropez, ou bien encore sa carrière, via la mise en avant d'un formidable documentaire, spécial Bardot de François Reichenbach. Et Lina y écrit même que sa caméra sublime l'icône, et nous écrivons dans la légende du post Instagram « Bonne route, bonne route bébé ». Nous revendiquons ce traitement divers qui rend compte de la vie de Brigitte Bardot dans toutes ses composantes. L'angle du rapport à la politique était un angle parmi d'autres. Pourquoi, comment le justifier, comment pouvons-nous le justifier? Vous le savez, il s'agissait d'un débat en cours entre partis politiques que l'INA devait apporter un supplément de contexte et des faits précis à ce sujet. Pardon, excusez-moi. Je vous remercie pour ces précisions. Si je me suis intéressé à la ligne éditoriale, notamment des contenus que vous publiez sur les réseaux sociaux, vos comptes X, TikTok, Instagram et Facebook, c'est parce que, en fait, comme vous ne disposez pas d'une chaîne pour diffuser, un peu comme France 2, France 3, France 4 et les autres chaînes télévision et radio publiques, vos contenus, votre première vitrine, ce sont vos réseaux sociaux. Donc c'est aussi pour ça que je m'y suis intéressé. Je suis d'ailleurs abonné à vos réseaux sociaux et je constatais quand même, notamment au cours de l'année 2025, j'ai réalisé ce décompte objectif avant cette audition, mais je me suis rendu compte par exemple que sur le compte X de l'INA, sur vos publications, il y avait une forme, en tout cas c'est la perception que j'ai eue, d'obsession à l'égard de ce que vous qualifiez d'extrême droite, puisqu'il y a à peu près plus de 11 posts qui qualifient l'extrême droite, et j'ai essayé de faire le parallèle sur l'extrême gauche. J'ai trouvé qu'un seul post en 2025. Donc, encore une fois, est-ce que vous pensez qu'il y a une obsession sur vos réseaux sociaux de l'extrême droite et de ce que l'extrême droite peut représenter en France par rapport notamment à l'extrême gauche, et comment, d'un point de vue un peu plus général, au-delà de la comptabilité pure de vos réseaux sociaux, vous essayez, quand vous traitez de sujets politiques, et c'est sensible, et je pense que ce n'est pas votre rôle d'être éditorialiste, quelles sont les règles que vous appliquez, notamment auprès de vos journalistes, pour éviter de rentrer dans une sorte d'éditorialisation politique contemporain, ce qui n'est pas le rôle de l'INA. Vous avez tout à fait raison, le rôle de l'INA, c'est d'éclairer le présent par le passé, et de transmettre la mémoire collective. Je vais vous lire un document interne qui définit la ligne éditoriale de l'INA et qui est partagé par toutes les équipes. Il fixe notamment la nécessité d'un traitement non partisan, représentant une diversité de points de vue et ne participant pas à la polarisation de la société et du débat public, et exigence de qualité constante sur le fond comme sur la forme, information sourcée et croisée, regard d'experts ou de témoins, refus d'un traitement racoleur, apport de contexte, objectivation, intégrité et respect du propos initial. Donc nous avons des règles internes qui nous permettent d'obéir à ces questions, de répondre à ces questions d'honnêteté et de pluralisme de l'information. J'ajoute qu'en termes de volume, puisqu'évidemment, vous avez raison de relever les points qui ont recueilli votre attention, mais en termes de volume, les 11 publications que vous évoquez sont sur un volume de plusieurs dizaines de milliers de publications par an. Donc, non, pas sur X, mais sur tous les réseaux. Sur l'ensemble, nous avons 50 chaînes YouTube. Nous avons également, évidemment, des comptes Instagram, TikTok et X sur lesquels nous sommes de moins en moins présents, comme beaucoup d'acteurs de l'audiovisuel public, et TikTok également. Et nous avons aussi, donc vous l'avez rappelé, Madeleine. Madeleine, pendant la mort, au moment du décès de Brigitte Bardot, a mis en avant beaucoup de documents d'époque concernant évidemment la carrière de Brigitte Bardot. Et nous avons également le site ina.fr, qui est aussi une éditorialisation en dehors des réseaux sociaux. Juste préciser, parce que le paquet m'a entendu sur Brigitte Bardot, j'ai moi-même tweeté que c'était une immense actrice, mais ça obère pas le fait qu'elle a été condamnée 5 fois pour propos racistes. Et je veux préciser vraiment pour que les Français qui nous regardent, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, il y a eu 7 posts
de l'INA dédié. Non, mais je le précise ici parce que vous ne l'avez pas dit. Vous avez dit, je corrige ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur, vous avez dit que l'INA a commencé à tweeter le jour de la mort de Brigitte Bardot pour rappeler qu'elle était proche d'extrême droite. C'est faux. L'INA l'a fait à 15h, mais à 11h, il y a le premier tweet lié à la mort de Brigitte Bardot. Je précise juste. 4 heures après. À 11h. Non, mais je précise simplement que le premier poste de l'INA, pour que chacun puisse réfléchir, et puis on va avancer, était un poste dédié à sa mort où Brigitte Bardot revenait sur son rapport qu'elle avait à la mort et qu'effectivement, ensuite, vous avez parfaitement raison, monsieur le rapporteur, il y a eu un poste pour rappeler. Après, j'arrête là, mais je pense qu'on a le droit, quand on rend hommage à une immense actrice, de faire 7 postes pour saluer son travail d'artiste et en consacrer un à un engagement politique qui a été le sien. Merci, Mais monsieur le encore une président. fois- Ce qui m'a interpellé, c'est que ce poste a été fait 4 heures après la mort de Brigitte Bardot, un poste éminemment polémique, politique aussi, qui s'inscrit dans un cadre contemporain. En fait, un poste comme ça, je pense qu'on a pu le lire et le découvrir sur France Inter, sur Libération, Le Monde, l'Humanité. Tous les journaux en ont fait état. Est-ce que c'est le rôle de l'INA de parler de politique? Et j'ai fait le parallèle avec Guy Bedos. Guy Bedos, c'était un militant de gauche. Il avait participé à une marche de Jean-Luc Mélenchon en 2017. J'ai comparé l'hommage que l'INA lui a rendu. À aucun moment, il a été fait état de l'engagement à gauche de M. Bedos. Je vois 4 heures, je constate simplement, tout ça est factuel, que 4 heures après la mort de Brigitte Bardot, icône internationale, lorsque vous traitez de sa partie politique, vous ne parlez même pas de la phrase du général de Gaulle, qui explique, qui est connue, la France, c'est moi et Bardot. Dès la 6e seconde de la vidéo, vous insistez sur ces flirts avec l'extrême droite, et vous expliquez que, en fait, dès la 6e seconde, icône du cinéma français, Brigitte Bardot était aussi célèbre pour ses propos jugés xénophobes. Cette vidéo a suscité une vraie polémique. C'est aussi pour ça que je me permets de vous en faire une question. Et encore une fois, c'était 4 heures seulement après la mort de Brigitte Bardot. Concernant le décès de Guy Bedos, c'est des circonstances un peu particulières pour l'INA et comme pour toute la France, puisque ça intervient pendant le confinement. Donc on était quand même sur une activité relativement contrainte et réduite. Et c'est sans doute pour ça que le traitement de la disparition de Guy Bedos fait l'objet de beaucoup moins de contenu que celui de Brigitte Bardot, puisqu'on est enfin voilà, tout le monde est confiné, il n'y a pas de permanence, et c'est chacun, effectivement, avec des moyens numériques à son domicile qui peut quand même alimenter les réseaux d'INA, mais de façon, vous voyez, beaucoup plus modérée. Et je ne crois pas que ce soit un prisme politique, en fait. Je crois que c'est vraiment lié à des circonstances très particulières. Concernant le décès de Brigitte Bardot, cette vidéo que vous mentionnez, effectivement, je le rappelle, fait partie de bien d'autres contenus postés à ce moment-là par l'INA, que par ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait dans cette vidéo un jugement de valeur sur l'engagement politique de Brigitte Bardot. Et je crois que ces engagements politiques de Brigitte Bardot rappelaient aussi ou expliquaient aux Français et notamment aux plus jeunes des engagements qu'elle avait eus qui lui permettaient de comprendre effectivement pourquoi, par exemple, Marine Le Pen était présente aux obsèques de Brigitte Bardot. C'est juste, ça donne du contexte. Ça permet de comprendre. Vous le savez, mais il y a des millions de Français, des millions de jeunes qui ignorent tout, effectivement, des engagements politiques de Brigitte Bardot, comme il y a des millions de Français et des millions de jeunes qui, peut-être, pour les plus jeunes, j'entends, ignoraient aussi ces engagements en faveur des animaux, du traitement fait aux animaux, que l'on a aussi rappelé dans un certain nombre de contenus. Donc je ne vois pas en quoi... C'est pas quelque chose de caché chez Brigitte Bardot, son engagement politique. C'est quelque chose de parfaitement assumé et revendiqué. Et je vois pas où est le problème. Elle en a bien le droit. Merci. Si on peut éviter de comparer Guy Bedos, qui n'a jamais été condamné, je compare pas. Brigitte Bardot est une immense actrice. Ben moi, je fais le point. D'accord, j'ai le droit de préciser que Guy Bedos, il faut le dire, n'a jamais été condamné, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, c'était pas le sens de ma question. Ah, vous avez je constate encore une fois qu'à chacune des questions que je pose, vous intervenez systématiquement et vous interférez entre mes questions et les réponses des personnes auditionnées, ce qui n'est pas le rôle classique d'un président d'une commission d'enquête. À nouveau, on repart sur exactement les mêmes bases. Mes questions font l'objet de commentaires insistants, persistants, et qui ont tendance d'ailleurs un peu à parasiter les minutes qui me sont dédiées et qui en plus ne sont pas nombreuses.
Donc, à nouveau, Monsieur le Président, c'est pas ce que j'ai dit. Je pense que ce qui est important, c'est une mise en contexte. Vous avez expliqué, Madame, je vous remercie pour votre réponse, que le but aussi de l'INA, c'était de donner du contexte. Vous avez expliqué que peut-être que l'engagement politique, les engagements politiques de Brigitte Bardot étaient inconnus de millions de Français qui ignoraient son engagement. C'est aussi le cas de Guy Bedos. Guy Bedos, je pense qu'il y a des millions de Français qui ignoraient qu'il avait participé à une marche en 2017 avec Jean-Luc Mélenchon, que c'était un humoriste talentueux, mais aussi engagé politiquement à gauche. Il ne l'a jamais caché. Pour autant, je pense qu'il y a des millions de Français qui l'ignoraient. Encore une fois, je fais cette comparaison entre l'hommage rendu à Brigitte Bardot, 4 heures après sa mort, vous pointez ses flirts avec l'extrême droite, des positions jugées xénophobes, et voilà, bon, alors que c'est une icône internationale, et peut-être que 4 heures après sa mort, c'était une façon un peu partiale de voir les choses. Guy Bedos, l'analyse est pertinente parce qu'elle est comparée et mise en contexte. Guy Bedos, il n'y a pas une seule fois où vous en avez parlé. Donc, encore une fois, je comprends votre réponse sur l'importance de la mise en contexte, l'importance de donner des clés d'information à des Français qui peuvent l'ignorer, mais pourquoi ça se fait dans un sens et pas dans l'autre? Il y a eu beaucoup de vos prédécesseurs, d'autres entreprises publiques de l'audiovisuel à qui j'ai un peu posé ces questions-là, encore hier sur certaines émissions. Pour l'INA, là où vous avez un devoir d'archive et de ne pas faire de politique, est-ce qu'il n'y a pas un deux poids, deux mesures? C'est un exemple que je prends, je pourrais en prendre d'autres. Mais je pense qu'on a passé suffisamment de temps, à moins que vous souhaitiez ajouter un autre élément. Je vous propose peut-être qu'on passe à une autre question. Monsieur le rapporteur, je vais juste vous indiquer, je ne cherche pas à parasiter vos questions. Vous l'avez dit de manière très pertinente, on doit donner du contexte aux Français. Mon rôle, c'est aussi d'apporter quelques précisions. Vous avez fait une comparaison avec Guy Bedos. Ça me semblait essentiel, parce qu'on fait la loi ici, de rappeler qu'il y avait une différence que vous n'avez pas indiquée. Vous avez effectivement indiqué qu'il était à gauche, que Brigitte Bardot a des engagements extra-droite. Vous n'avez pas précisé, et je l'ai juste précisé, que Madame Bardot, immense actrice, a été condamnée 5 fois par la justice, que Guy Bedos ne l'a pas été. J'ai juste précisé, ça me paraît important, pour les Français aussi puissent avoir des clés de compréhension, et c'est votre rôle, et vous le faites régulièrement. Quand on veut réfléchir, il faut aussi avoir tous les éléments pour pouvoir comparer. Il y avait une petite différence que je me suis permis d'apporter et de mettre au débat, qui était l'une condamnation de justice et l'autre pas de condamnation de justice. J'ai juste précisé ça. Mais monsieur le Président, en fait, vous n'êtes pas la personne auditionnée. Je pense que les personnes que nous auditionnons, il y en a 3 aujourd'hui, sont majeures et vaccinées et suffisamment aptes, parce que c'est leur périmètre, à répondre à mes questions. Le rôle d'un président n'est pas de répondre aux questions du rapporteur. Vous voyez, et à chaque fois que je pose une question, j'ai l'impression que vous venez en soutien aux personnes qui sont auditionnées. Donc, encore une fois, Monsieur le Président, s'il vous plaît, dans les questions que je pose, à moins qu'il y ait un mensonge, qu'il y ait une erreur fondamentale, et là, auquel cas, c'est normal de me rappeler à l'ordre, en tout cas de mettre du contexte. Je crois que sur les questions que j'ai posées depuis le début de cette audition, il n'y a pas eu d'erreur ou d'entorse factuelle. Une question, toujours sur cette ligne éditoriale de vos contenus, mais sur un abord un peu plus géopolitique. On a parlé de la politique française, de figures françaises, et j'ai été interpellé notamment par une publication que vous avez faite encore très récemment. Je me suis cantonné aux publications récentes de l'INA. C'était le 17 décembre 2025, suite à la victoire au Chili du candidat de la droite radicale, José Antonio Cast. Vous auriez, je pense, pu choisir une rétrospective des différentes élections depuis le retour de la démocratie pour donner aussi à des millions de Français l'état de politique dans ce pays. Et au lieu de ça, vous avez proposé simplement un reportage sur l'ancien dictateur Pinochet, en dressant d'ailleurs un parallèle douteux entre son coup d'État militaire et l'élection démocratique qui venait d'avoir lieu dans ce pays, avec 58% des voix de ce nouveau président chilien. Vous avez écrit, je cite, « L'extrême droite est de retour au pouvoir au Chili. En 1973, Augusto Pinochet s'empare du pouvoir au Chili après un coup d'État militaire. Une dictature de 17 ans s'installe. » Pourquoi avoir voulu appliquer ce traitement extrêmement critique et dont la contextualisation peut paraître contestable, alors que vous auriez pu simplement faire un état des lieux sur les différentes élections depuis plusieurs décennies? Pourquoi ce traitement très politique d'une élection démocratique? Je n'ai pas connaissance de cette vidéo, monsieur le rapporteur, et de ce traitement en général de cette actualité-là. Mais je vous le redis, quand même, nous avons des règles internes, alors qui rappellent que nous devons avoir sur les événements d'actualité
nous devons éclairer l'actualité, nous donner du contexte, mais de façon non partisane. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus. Je pourrais répondre par écrit sur ce traitement en particulier. J'ai pas d'éléments de réponse là sur cette question en particulier. Oui, on n'hésitera pas à compléter par ailleurs, nos réponses, monsieur le rapporteur. Je pourrais tout à fait, par écrit, compléter cette réponse. Il faut aussi savoir que le traitement de l'actualité, la mise en contexte par l'INA est un peu particulière dans la mesure où tout dépend, on n'a pas une liberté totale qui est liée, enfin on a des contraintes qui sont liées aux documents que nous possédons, aux documents d'archives que nous possédons. Ce qui fait aussi que parfois, sur des événements d'actualité, nous ne pouvons les éclairer comme nous voudrions, parce que nous n'avons pas la bonne archive qui correspond dans nos fonds d'archives. Donc on est aussi assez dépendant et c'est normal, c'est notre raison d'être, de ce fonds d'archives. C'est une petite contrainte éditoriale que d'autres rédactions n'ont pas. Merci pour vos réponses. Le traitement des archives, ça peut être aussi un traitement politique, hein, et c'est tout l'objet de mes premières questions. C'est ce qui m'a d'ailleurs interrogé à la lumière des différents posts que l'INA publie sur ses réseaux sociaux. Je vous en donne un peu plus politique et national. Vous avez, le 31 octobre 2025, publié une ancienne déclaration, d'ailleurs assez moralisatrice, de Jacques Chirac, qui faisait la leçon à son camp contre toute alliance avec le Rassemblement national. Le 2 juillet 2024, on était en pleine campagne des législatives, à quelques jours seulement d'un deuxième tour très important pour le pays. Et on a eu ce poste, je cite, pour faire barrage au RN, la gauche en appelle au Front républicain. Dans la majorité présidentielle, c'est plus ambigu. Et vous déplorez plus loin, depuis 2002, ce Front républicain s'est fissuré chez les politiques. Le 23 juin 2024, lorsqu'Éric Ciotti, et je précise que je suis membre du groupe parlementaire d'Éric Ciotti, lorsqu'il prend cette décision de s'allier avec le Rassemblement national, vous écrivez dans la foulée, ces dernières décennies, la droite républicaine s'est parfois rapprochée du discours de l'extrême, sans que l'on sache d'ailleurs sur quelle base l'INA permet de qualifier certaines positions politiques d'extrême. Et enfin, dernièrement, c'était le 17 janvier 2025, le compte de l'INA a mis en avant le modèle du cordon sanitaire belge. Donc vous le voyez, mais je l'ai déjà rappelé dans ma précédente question, vous avez publié une dizaine de publications sur votre compte Twitter qui reprennent des archives, mais très critiques concernant les alliances de la droite républicaine avec la prétendue extrême droite. Il y a un dernier exemple, vous mettez le 19 juillet 2024, quelques jours seulement après les élections législatives, je cite, « serrer la main de membres de l'extrême droite », c'était déjà un sujet en 1989, pointant d'ailleurs le refus de beaucoup de députés macronistes comme de gauche et d'extrême gauche, de serrer la main du Benjamin de l'Assemblée nationale, qui était un député du Rassemblement national. Et vous ajoutez enfin, ces dernières décennies, la droite républicaine s'est parfois rapprochée du discours donc de l'extrême. Comment est-ce que vous justifiez, je pense que des millions de Français, et moi le premier, abonné aux Madeleines de l'INA, qui adorent ces contenus-là, comment est-ce que vous expliquez et vous justifiez, est-ce qu'il n'y a pas des lignes rouges que vous appliquez, ce traitement politique de la part de l'INA que l'on n'attend pas? Est-ce que c'est vraiment le cœur de votre mission d'aller commenter, notamment en pleine période électorale, une sorte d'alliance politique ou de contexte politique qui n'a rien à voir avec l'histoire? Si je peux me permettre, monsieur le rapporteur, le traitement est toujours fondé sur l'existence du matériau qui constitue la base de notre travail, c'est les archives, donc celles dont on dispose. Ce que disait Agnès à l'instant, je regrette que nous n'ayons pas pu avoir les questions en amont parce que nous aurions pu répondre de manière précise. Et je vous le dis, ça n'est pas pour éviter la question, c'est que encore une fois, nous avons plusieurs dizaines de milliers de contenus par an. Et vous nous en citez quelques-uns. Moi, ce que je peux vous dire en étant arrivé depuis une semaine, c'est que il existe des réactions aux vidéos de l'INA sur l'ensemble du spectre politique. Et donc, il n'y a pas une volonté de cibler tel ou tel. Et vous redire ce que je vous ai dit en introduction, c'est que nous sommes prêts à
envisager les modalités qui permettent de garantir l'INA de tout soupçon de partialité sur la publication de ces contenus éditoriaux. Je ne peux pas vous dire mieux pour l'instant. Les exemples que vous nous donnez, on va les noter, on va y répondre par écrit, mais ils sont des exemples isolés au milieu d'un volume de publication qui est absolument considérable. Merci pour vos réponses. Je le comprends tout à fait. Je comprends que vous n'ayez pas forcément tous les éléments sur les postes que je vous cite, mais effectivement, des réponses, notamment écrites, me seraient utiles. C'est pour ça que j'ai essayé aussi d'inscrire cet exemple dans une question plus large sur le traitement éditorial, notamment le traitement de l'actualité politique à l'aune des archives, comment les règles sont édictées. Je vais vous donner juste 2 derniers exemples. On clôturera cette partie sur la neutralité, si vous le voulez bien. Je vous ai cité donc ce poste du 19 juillet 2024, quelques jours seulement après les élections législatives, où en fait vous mettez ce refus de plusieurs dizaines de députés, des macronistes aux députés d'extrême gauche, de serrer la main au Benjamin de l'Assemblée nationale, qui est un député du Rassemblement national. Vous le mettez en rapport et vous faites un post en disant serrer la main des membres de l'extrême droite. C'était déjà un sujet en 1989. J'ai trouvé aucun tweet, aucune publication de l'INA mettant notamment en rapport l'alliance entre l'extrême gauche et la gauche, donc entre LFI et le nouveau Front Populaire. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu appliquer une sorte de symétrie et enfin, sur cette symétrie, j'ai trouvé un tweet de l'INA le 27 juin 2024 qui parlait de la dissolution du GUD, un groupuscule d'extrême droite, mais je n'ai jamais vu le moindre tweet mentionnant la dissolution de la Jeune Garde. Tristement d'ailleurs au cœur de l'actualité en ce moment, ça a été prononcé en Conseil des ministres le 12 juin 2025. On voit à quel point ce mouvement de la Jeune Garde est au cœur aussi des violences politiques et qu'elles peuvent aussi être mises en regard d'événements historiques. Pourquoi à chaque fois il y a un projecteur qui est braqué par l'INA sur l'extrême droite que vous qualifiez, mais jamais sur des faits d'actualité historique de l'extrême gauche? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous êtes arrivé très récemment, donc je comprends votre réponse, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, à l'aune des remarques et des tweets que je vous cite, qu'il y a un peu un 2 poids 2 mesures? Encore une fois, je ne peux pas vous répondre sur un biais spécifique qui concerne quelques tweets que vous évoquez sur une publication qui est massive. On vient de me signaler, je vais vous donner cet exemple et je propose vraiment encore une fois de vous répondre par écrit, de répondre par écrit à l'ensemble des cas que vous évoquez et sur la politique éditoriale de manière générale, mais sur le président élu au Chili, c'est lui-même qui a annoncé nommer des personnalités proches de Pinochet qui étaient les anciens avocats de Pinochet. Et donc, il existe des liens que nous ne faisons pas nous-mêmes, mais qui sont faits par l'actualité. Donc, c'est difficile de vous répondre en séance sur quelque chose qu'on a publié à ce moment-là, dans un contexte particulier. Mais encore une fois... Avant que le rapporteur change de sujet, juste là-dessus, parce que peut-être, sans sur les exemples précis, on comprend que vous avez du mal à répondre, mais peut-être, si le rapporteur me le permet, sur le cadre général que Mme Chauveau, vous avez fixé à vos équipes éditoriales, on appelle ça des community managers, c'est-à-dire des gens qui gèrent les réseaux sociaux. Certes, vous n'êtes pas soumise à la loi de 1986 de pluralisme de l'information, d'indépendance et d'honnêteté, mais quelles sont les consignes que vous avez données pour vous assurer qu'effectivement et à chaque instant, il n'y ait pas de biais éditoriaux? Voilà, certes, le rapporteur prend quelques exemples, mais je lui fais confiance et sans doute que ça peut-être dénote une ligne éditoriale ou peut-être un certain biais. Donc, vous nous répondez par écrit sur les exemples précis et le rapporteur l'accepte, donc on vous en remercie. Mais est-ce que vous pouvez nous dire précisément les lignes que vous fixez aux personnes qui gèrent les réseaux sociaux pour garantir le pluralisme politique, l'indépendance, l'honnêteté de l'information? Merci, Monsieur le Président. Alors, nous avons 3 axes éditoriaux structurants qui sont partagés avec l'ensemble des journalistes, community managers, documentalistes qui composent la rédaction de l'INA. Axe 1, l'INA éclaire l'actualité. Qu'est-ce que nos fonds disent d'aujourd'hui? Axe 2, l'INA transmet et partage des savoirs. Comment rendre la connaissance désirable, accessible et utile? Axe 3, l'INA partage l'histoire des images et de la culture populaire. Comment faire découvrir au public des moments de notre culture commune?
Nous avons aussi, je vous le rappelais, dans ce support, dans ces documents internes qui définissent la ligne éditoriale, des règles qui sont partagées par toutes les équipes, qui nécessitent, où on demande à ce que les traitements soient non partisans, représentant une diversité de points de vue, ne participant pas à la polarisation de la société et du débat public, avec une exigence, je le rappelais, de qualité constante sur le fond comme sur la forme. Donc ça, c'est pour notre contrôle interne, avec effectivement une hiérarchie qui s'assure que ces règles soient respectées. Nous réfléchissons par ailleurs, et ça fait partie de nos chantiers stratégiques prioritaires, nous avons engagé une réflexion autour de la pertinence de la création d'un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Je sais que ce sujet a été au centre de vos débats au sein de cette commission, et nous serons très attentifs à vos conclusions sur ce point, parce que c'est une interrogation que nous avons en interne. Et j'ajouterais, je serais heureux si le rapporteur l'accepte, que vous nous répondiez aussi sur le traitement de l'affaire Morandini, qui est un sujet éminemment important, parce qu'effectivement, il a été condamné pour corruption de mineurs, maintenu à l'antenne, mais il y a 3 tweets en 3 jours de l'INA, et on peut se demander si c'est vraiment le rôle, pour le coup, de l'INA. Et encore une fois, vous voyez, avec le rapporteur, parfois on a des différends. Je pense que, mais s'il y a des biais éditoriaux, il faut aussi être capable de le dire. Moi, je pense que si quand l'INA traite un président argentin qui se qualifie lui-même d'extrême droite et qui a des ministres de Pinochet dans son gouvernement, je pense que l'INA peut éclairer l'histoire. Mais c'est vrai que là, par exemple, une question très concrète, et puis je laisse le rapporteur passer à autre chose, l'affaire Morandini, et encore une fois, on l'a dénoncé ici, et le rapporteur et moi, de son maintien à l'antenne, donc je vais être très clair, mais c'est vrai qu'on regarde le compte de l'INA et on voit 3 tweets en 3 jours sur le sujet. On se demande en quoi l'INA, finalement, éclaire le débat public en faisant 3 tweets sur l'affaire Morandini. Voilà, bon, je ne crois pas que ça soit des archives majeures dans le patrimoine audiovisuel du pays, sans vouloir être offensant, monsieur Morandini, qui fait des émissions depuis des années, mais enfin que l'INA fasse 3 tweets là-dessus, on se pose la question quand même. C'est un tout petit peu différent, c'est-à-dire que l'INA a aussi une revue des médias. Là, il s'agit d'articles voilà, écrits, et que cette revue des médias a comme objectif de parler en général de l'évolution des médias. Et donc, à ce titre, effectivement, on s'intéresse à l'affaire Morandini comme à bien d'autres éléments relatifs à la vie des médias, que ce soit les médias audiovisuels, les médias écrits, etc. C'est une revue en ligne qui est assez suivie par un public de chercheurs et d'étudiants, et de journalistes également. Je laisse le rapporteur avancer. Là, je faisais référence, et on vous enverra la question par écrite, de tweet INA, 5 février, 6 février, 7 février. On se pose quand même la question de la ligne éditoriale, ou en tout cas de la manière dont vous gérez effectivement les réseaux sociaux de l'INA. Monsieur le rapporteur, je vous laisse continuer. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, toute dernière question, comme prévu sur ce sujet de la neutralité. Si je vous en parle, c'est parce que c'est une publication que l'INA a faite en pleine campagne des élections législatives. On était quelques jours à peine, c'était le 2 juillet 2024. De mémoire, le 2e tour des élections législatives se tenait le 7 juillet 2024. Donc vous voyez à quel point c'est un moment qui est important. Et l'INA décidait alors de faire la promotion d'un collectif de rappeurs qui avait sorti un titre la veille, je cite, pour dénoncer l'extrême droite en France. Alors vous expliquez son titre, No Pasaran est inspiré du célèbre slogan antifasciste, retour en archives sur les origines de l'antifascisme, et vous proposez donc un article sur les origines de ce slogan emprunté à l'ultra-gauche. Bon, cette semaine, je pense que tous les Français ont eu l'occasion, malheureusement et tristement, de découvrir le vrai visage de l'ultra-gauche et de l'antifascisme, de ces mouvements ultra-violents. Comment est-ce que vous expliquez qu'à peine quelques jours seulement après le 2e tour d'une élection législative déterminante en France, l'INA décide de braquer le projecteur sur des mobilisations antifascistes contre, je cite, la prétendue extrême droite. Tout ça pour dire, et ce sera ma dernière question, mais je vous ai cité un certain nombre d'exemples. Je pense qu'on voit une ligne éditoriale sur les réseaux sociaux relativement partisane, alors qu'on attend de l'INA simplement d'être le vecteur et le miroir des archives qui appartiennent à l'ensemble des Français. À nouveau, et ce sera ma dernière question, pourquoi un tel engagement politique de la part d'une institution publique qui doit simplement être un passeur, un porteur d'histoire, mais ne en rien éditorialiser du contenu et des sujets politiques contemporains? Je vais vous faire la même réponse, monsieur le rapporteur. Nous répondrons sur ce point précis
en regardant les conditions. Donc, ce que fait l'INA, comme vous l'a rappelé Agnès Chauveau, c'est la contextualisation qui est tirée en partie d'événements d'actualité. Donc, les raisons pour lesquelles la vidéo que vous mentionnez a été publiée, nous allons les expliquer c'est fondé sur des motifs éditoriaux que nous expliquerons, parce que c'est le contexte de chaque publication. Après, j'insiste à nouveau sur le fait que il faut regarder ces publications dans leur ensemble, y compris des publications qui ont des tonalités sans doute beaucoup plus défavorables à d'autres parties du champ politique, parce que ça n'est pas ce n'est pas le politique, ou ce ne sont pas les choix politiques qui guident la décision de publication et d'éditorialisation de l'INA. Mais encore une fois, je le dis, nous sommes prêts à travailler sur les moyens d'assurer que le pluralisme est complètement respecté à l'INA et que l'ensemble de ces contenus éditorialisés ne sont pas partisans. Je ne peux pas vous dire mieux à ce stade. Et pour comprendre, qui gère vos réseaux sociaux? Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un community manager? Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas l'IA, Monsieur le Président. C'est la direction éditoriale au sein de laquelle il y a une rédaction qui est composée de 25 journalistes et un peu d'équivalent de documentalistes. Et avec c'est eux qui gèrent les réseaux sociaux. Il y a 25 personnes pour gérer vos réseaux sociaux Twitter? Alors, c'est pas que les réseaux sociaux. Non, mais moi, ma question, c'est les réseaux sociaux. Qui gère vos réseaux sociaux? Oui, mais au sein de cette rédaction, enfin, il y a 25 personnes qui gèrent toute l'actualité qui est produite par l'INA. D'accord. Donc, cette actualité, elle peut être sur YouTube, elle peut être sur X, elle peut être sur Instagram, elle peut être sur TikTok. Et elle contribue aussi à des émissions. C'est aussi en son sein que sont fabriquées des émissions comme l'Inattendu, par exemple, qui est l'émission qui est hebdomadaire diffusée sur. Donc, il n'y a pas un responsable de Twitter chez vous? Il y a des responsables des réseaux sociaux, il n'y a pas un responsable de Twitter en particulier. Il y a des responsables des réseaux sociaux. D'accord. Et No Pasaran, encore une fois, on vous répondra plus précisément par écrit, mais c'est une vidéo qui raconte le contexte historique de cette expression reprise effectivement dans les manifestations anti-RN. Donc encore une fois, le but c'est d'éclairer des Français sur qu'est-ce que ça veut dire que No Pasaran, et d'éclairer sur le contexte historique. Ce n'est pas un traitement partisan. Je reviens, pardon, monsieur le rapporteur, juste pour l'affaire Morandini. Encore une fois, vous avez une revue des médias qui a un compte Twitter dédié. Et il ne s'agit pas d'invisibiliser ce sujet. Et on en a parlé ici avec monsieur le rapporteur. On a été très clairs tous les deux sur ce sujet. Mais voilà, je redis, quand on voit, comme vous avez ce compte Twitter dédié à la revue des médias et que sur le compte de l'INA, qui pour moi est plutôt un compte d'archives, de valorisation du patrimoine, il y a 3 tweets de suite. Il y a même l'INA reposte le tweet du jour précédent. Enfin, c'est quand même assez inédit. C'est-à-dire que vous faites un tweet le 5 février sur Morandini, le 6, vous le repostez, le même post que vous avez déjà fait il y a 2 jours. Voilà, c'est mon avis personnel, mais on se demande si le compte Twitter de l'INA n'a pas plus vocation à valoriser les archives du patrimoine audiovisuel. Et comme vous avez en plus un compte Twitter dédié à l'actualité des médias qui s'appelle la Revue des médias, là, traiter les questions effectivement de médias. Mais je ne veux pas prolonger parce que le rapporteur a beaucoup de questions. Merci, Monsieur le Président. Et encore une fois, bon, sur le sujet No Pasaran, la valorisation de l'ultra-gauche dans le contexte, je rappelle le timing de la publication de ce post sur les réseaux sociaux, c'était 5 jours avant le 2e tour de l'élection législative. On peut mettre en perspective la lutte de l'ultra-gauche contre l'extrême droite, mais de le faire quelques jours à peine seulement avant un second tour d'élection législative déterminant, en reprenant d'ailleurs une mobilisation de rappeurs engagés contre l'extrême droite, mobilisation contemporaine, ça interroge. Je pense que vous pouvez en convenir que vous n'ayez pas eu le temps, et je l'admets, de voir chacun des posts que je cite, j'en conviens, et je serais ravi d'avoir vos réponses par écrit, mais vous pouvez convenir que dans un moment, en plus de campagne électorale, on a appris avec Monsieur le Président, d'ailleurs, il pose beaucoup de questions sur le sujet, et je trouve ça totalement légitime, on a appris par exemple que France 5, du jour au lendemain, en période de campagne électorale, lors des municipales, avait décidé dans ses émissions de flux de ne plus inviter d'invités politiques, pour essayer d'avoir une espèce de distance. Bon, l'INA, on peut attendre une vraie distance dans la valorisation des archives et dans sa mission historique.
5 jours avant un deuxième tour des élections législatives, l'INA poste sur ses réseaux sociaux une sorte de publication qui explique un peu l'histoire des mobilisations contre l'extrême droite. Et tout ça pose question. C'était tout le sens des différentes questions que je vous ai posées. Je voudrais maintenant peut-être qu'on ouvre le deuxième sujet, notamment de cette commission d'enquête, sur le fonctionnement et le financement des entreprises de l'audiovisuel public. Donc je voudrais revenir sur notamment le coût, votre budget, l'évolution de vos dotations. Si j'en crois le projet de loi de finances pour 2026, les dotations publiques que vous versera cette année l'État à l'INA s'élèveront à 150 millions d'euros. C'est l'équivalent du budget de fonctionnement. Alors, je vous laisserai préciser sur le montant exact. Hein. Peut-être que ce que j'ai pu lire dans le projet de loi de finances n'est pas tout à fait exact. Je voudrais simplement revenir sur votre modèle économique parce que, je vous l'ai dit en introduction, moi je suis très attaché au contenu de l'INA. Je suis notamment abonné des fameuses Madeleines, donc je m'acquitte des 30 € par an ou des 2,99 € par mois, ce qui peut paraître un montant anodin, mais on sait la mobilisation que certains groupes parlementaires ici à l'Assemblée ont fait lorsque les 5 € d'appel ont été rabotés chaque mois. C'est pas juste un montant anodin, surtout quand on voit les dotations publiques qui sont fournies à l'INA chaque année. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions sur votre modèle économique? Comment est-ce que vous êtes financé et pourquoi, alors que l'INA et un peu les archives représentent les archives nationales qui doivent être accessibles au plus grand nombre, à des millions de Français, pourquoi faire ce choix de demander à des gens qui veulent accéder à ces archives une contribution financière, même de 3 € par mois? Pourquoi avoir réalisé ce choix? Alors c'est tout le sujet central des modalités de financement du service public. La contribution à l'audiovisuel public antérieurement, puis désormais la dotation budgétaire qui lui a succédé, ont vocation à financer les missions de service public de l'INA, que j'ai rappelé tout à l'heure. La difficulté, c'est que le développement, les capacités de développement, de croissance et de respect des missions des organismes de l'audiovisuel public repose également sur la capacité, la possibilité d'aller chercher des ressources commerciales quand la ressource publique est insuffisante. Alors, on peut se poser la question, effectivement, de la tarification de l'exploitation de certaines archives. En réalité, une partie des productions de l'INA sont accessibles au grand public, mais si on veut valoriser le reste des archives, si on veut les valoriser correctement, les restaurer, les mettre à disposition. Donc, si vous êtes un fidèle de Madeleine dans des standards de qualité qui sont de très haut niveau, on est obligé d'aller chercher le financement pour le faire. Et aller chercher le financement pour le faire, c'est un financement qu'on va chercher sur l'usager. C'est une question assez transverse du service public. Je ne sais pas si la comparaison est strictement acceptable, mais le contribuable a pu payer un réseau ferroviaire très cher et on considère qu'il est légitime que ceux qui utilisent les transports, qui utilisent en priorité ce réseau ferroviaire, payent leur billet de train. C'est un peu la même logique et elle traverse à peu près tout le service public. Ne pas le faire et ne pas le faire payer, si je comprends, si j'essaie de décrypter votre question, ne pas le faire payer, ça reviendrait à demander de la redevance ou de la contribution publique supplémentaire. J'ajoute un deuxième point, c'est que s'agissant de ces produits spécifiquement, ça nous permet de rémunérer les ayants droit, puisque nous percevons des recettes commerciales et que nous ne pourrions pas rémunérer les ayants droit si c'était financé uniquement sur de la contribution publique. Donc ça permet aussi de respecter l'ensemble de la chaîne de droit et les créateurs concernés. Voilà, donc il peut y avoir débat avec l'État, avec la tutelle, avec la représentation nationale sur la part des
du financement propre qui doit être celui d'une entreprise ou d'un établissement de l'audiovisuel public. Pour ma part, je considère, même si je continuerai à demander ce qui me semble nécessaire et légitime pour financer la part des missions de service public, je pense qu'il est de notre responsabilité d'aller maximiser les recettes propres des entreprises publiques parce que c'est la période qui le justifie. On connaît l'état des finances publiques. Merci pour votre réponse. Effectivement, les 150 millions d'euros que je citais, c'est le budget de l'INA, donc il y a une partie de dotation publique. Quand on le compare, et j'essaie de le comparer avec des éléments comparables, notamment les dépenses d'archives de l'État, elles s'élèvent à 53 millions d'euros tout compris. Et je parle des archives nationales, mais aussi de l'ensemble des dépenses de l'État en la matière. Quand on compare ces deux budgets, est-ce que vous jugez acceptable de demander aux Français qui veulent accéder à ces archives qui leur appartiennent, d'une certaine façon, c'est un actif public, de payer un abonnement chaque mois? Voilà, pardon d'être insistant, mais c'est tout le sens de ma question. Quand on compare ces deux budgets, on peut se dire que plus de 150 millions d'euros, c'est une somme qui est importante. Pourquoi alors décider de rendre payant l'accès à ces archives qui sont des actifs publics qui appartiennent aux Français? La réalité, alors d'abord sur le différentiel de montant par rapport aux archives, je ne connais pas dans le détail leur structure de coût, mais la réalité c'est que l'INA aujourd'hui est devenue une entreprise technologique, une entreprise de haute technologie qui exerce son métier et notamment l'ensemble du dépôt légal ou le recueil des archives avec des outils qui ont nécessité des investissements considérables. On n'est pas exactement sur le même processus de recueil des archives pour l'un et pour l'autre. J'en reviens à votre question sur la tarification. La réalité, c'est que si nous n'étions pas en mesure de facturer cette mise à disposition exhaustive et intégrale des documents que nous mettons sur Madeleine dans une qualité, je le répète, de très haut niveau, nous ne le ferions pas car nous ne saurions pas le financer. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Nous conserverions nos archives, nous remplirions notre rôle, une partie de notre rôle qui consiste à effectivement recueillir l'ensemble des archives audiovisuelles, assurer le dépôt légal par ailleurs, et nous laisserions la poussière dessus sans être en capacité de les exploiter davantage que quand on les met par courts extraits à la disposition du grand public. Donc c'est une question que peut tout à fait poser la représentation nationale pour changer le mode de financement. J'ai envie de vous dire, si la représentation nationale considère à un moment que cette mise à disposition extensive qui est un progrès, qui a considérablement changé l'exposition des archives audiovisuelles du pays, qu'elle doit être faite à titre gratuit, ça justifiera un financement par la ressource publique complémentaire. Je ne suis pas sûr que ce soit à l'ordre du jour, mais je m'en réjouirais si c'était le cas. Merci pour vos réponses. Donc je l'ai dit, ce sera la dernière question sur le sujet, mais vous lanciez donc le 19 mars 2020 la plateforme des Madeleines, que j'apprécie beaucoup. Dans le rapport de la Cour des comptes, on peut lire que ce lancement a bénéficié notamment de l'impact favorable du confinement, mais dans le rapport, on ne voit pas, il ne mentionne pas les bénéfices de cette plateforme qui, je le rappelle, donc est payante. Elle est facturée un peu moins de 3 € par mois. Est-ce que vous pouvez nous dire factuellement combien est-ce que ces abonnements rapportent, combien la plateforme coûte? Quels sont aussi, au fond, les grands indicateurs que vous poursuivez pour suivre la performance financière de l'INA? Même si on aime beaucoup Proust avec le rapporteur, c'est pas des Madeleine, juste la plateforme s'appelle Madeleine. Allez-y, monsieur. Absolument, pas complètement par hasard, néanmoins. Alors, on pourra vous donner ces chiffres-là, encore une fois,
Si vous nous aviez transmis ces questions, je me serais fait un plaisir de vous remettre des éléments de comptabilité analytique sur le sujet, notamment toutes les recettes directes à mettre en face des coûts directs de Madeleine. C'est un peu plus compliqué sur le coût complet, même si on y travaillera comme dans toutes les entreprises publiques, mais nous vous transmettrons ces informations par écrit. Merci pour vos réponses. Et effectivement, si vous pouvez nous transmettre toutes ces réponses à l'écrit, ce serait très intéressant pour nous. Mais peut-être pour dézoomer un peu plus, quels sont aujourd'hui, au-delà de cette plateforme que je citais, quels sont aujourd'hui les principaux indicateurs que vous suivez? Parce que vous n'avez pas, comme les chaînes d'audiovisuel public, les chaînes radio et les chaînes télévision, des mesures d'audience, vous n'avez pas médiamétrie, vous n'avez pas ce type d'étoile du Nord pour guider un peu vos résultats. Quels sont les grands indicateurs que vous poursuivez, vous, de façon hebdomadaire ou mensuelle, pour voir si le travail effectué par l'INA auprès des Français est pertinent? Comment est-ce que vous jugez de la qualité du travail mené par l'ensemble des équipes? Si vous permettez, monsieur le rapporteur, je reviens 2 petites secondes sur Madeleine, parce que c'est un chiffre public qu'on connaît très bien et que je peux vous citer. Donc Madeleine compte 100 000 abonnés payants. Donc ça fait partie, cette progression du nombre d'abonnés fait d'ailleurs partie de nos indicateurs au sein du contrat d'objectifs et de moyens dit COM6, qui n'a pas été signé avec l'État, mais que néanmoins nous respectons. Nos indicateurs sont des indicateurs principalement d'audience. Donc Fabrice Lacroix vous mentionnait 2,2 milliards de vidéos vues par an, 16 millions d'abonnés sur nos plateformes, c'est-à-dire nos comptes Instagram, Facebook et YouTube notamment. Voilà, ça fait partie des indicateurs et nous voyons comment ces indicateurs progressent et qui indiquent la satisfaction des Français. Par ailleurs, il nous arrive de faire des enquêtes complémentaires pour mieux mesurer l'aspect qualitatif. Et dans la dernière enquête que nous avions réalisée, c'est là où on s'aperçoit que 84% des Français connaissent l'INA, ont été en contact avec des productions, des vidéos de l'INA, que 2 jeunes Français sur 3 nous suivent et que 91% des Français font confiance aux vidéos de l'INA. Donc ça fait partie, vous voyez, des indices de satisfaction que nous suivons de très près, de façon à mesurer effectivement à la fois notre impact et la satisfaction que les Français ont du service que nous leur rendons. Merci pour votre réponse. Une question tout aussi large. Je pense que vous n'ignorez pas que l'audiovisuel public, on a eu tendance à beaucoup le rappeler lors de cette commission d'enquête, c'est 4 milliards d'euros par an. Ça compte un peu plus d'une centaine de chaînes télévision et radio publiques. Je ne parle pas non plus d'institutions comme la Bibliothèque nationale de France, la BNF, qui, avec un budget de 250 millions d'euros annuels, dans un ordre de grandeur similaire au vôtre, assume des missions d'ailleurs un peu plus larges et d'autant plus complexes aussi qu'elle doit faire face à des stocks matériels, sans manquer aussi le virage de la numérisation. Dans ce contexte de simplification, d'efforts aussi budgétaires, d'optimisation que l'on essaye de trouver, et notamment d'évolution aussi vers des usages numériques, est-ce que vous pensez que demain, l'INA gagnerait par exemple à être fusionnée avec la BNF? Est-ce que l'ADN et les missions fondamentales de ces 2 établissements ne pourraient pas être conciliés dans un grand établissement pour optimiser notamment les coûts? Alors, on peut évidemment réfléchir à tous les rapprochements possibles, mais j'appelle votre attention sur le risque à multiplier les perspectives de rapprochement avec des organismes tous différents. Donc, il y a une partie audiovisuelle publique à laquelle nous sommes naturellement rattachés, ou dans le périmètre de laquelle nous nous trouvons, puisque nous assurons des missions pour l'audiovisuel public, des missions qui nous ont été confiées par la loi, et que nous sommes naturellement, par les outils, les méthodes, le mode de fonctionnement liés à cet ensemble de l'audiovisuel public. S'il faut y ajouter la perspective d'un rapprochement avec d'autres opérateurs d'un autre champ,
je pense qu'en réalité, on ne va pas construire, on ne va pas tracer la route d'économie budgétaire, mais construire des opérateurs d'une taille absolument gigantesque et ingouvernable, si vous voulez mon sentiment sur le sujet. Au demeurant, sur la question spécifique que vous posez, nous avons des outils, comme je vous le disais, des outils et des méthodes qui sont radicalement différents de ceux des organismes de l'organisme que vous citez. Et la réalité de ce que serait une fusion, méfions-nous d'ailleurs, je le dis, d'une fusion pure et simple. Une fusion, le premier effet d'une fusion, particulièrement dans le secteur public, c'est que ça coûte. Et croyez-moi, et nous pourrons en discuter si vous le souhaitez, mais je l'ai vu à l'œuvre, les premiers effets d'une fusion, c'est un coût. Alors, peut-être que c'est un investissement pour l'avenir, mais comme souvent, le coût est certain, les bénéfices sont sont différés et un peu moins tangibles. En l'espèce, en termes opérationnels, de mode de collecte et de dépôt, dimension technologique de l'activité, je pense qu'un tel rapprochement n'aurait pas beaucoup de sens. Après, il reviendra à la représentation nationale de faire ses choix, mais voilà, nous pourrons l'expliquer de manière plus spécifique et détaillée. Merci. Et à ce stade, le projet, pour l'instant, mais il n'est pas final, hein, c'est plutôt que l'INA participe à la holding, mais il y aura un dernier débat, je l'espère, l'appel de mes voeux dans cet hémicycle pour pouvoir trancher cette question importante de l'avenir de l'audiovisuel public. Monsieur le rapporteur, on doit terminer, on a encore un petit quart d'heure. Merci, Monsieur le Président. Mais donc, pour revenir sur cette hypothèse, pourquoi pas demain, de fusionner ou de rapprocher la BNF, la Bibliothèque nationale de France, qui a un peu les mêmes enjeux d'archives, notamment de virage vers la numérisation, et l'INA, pour vous, c'est un rapprochement ou une idée qui vous paraît inenvisageable, inadapté, ou au contraire, il peut y avoir des pistes de synergie? Quel est votre avis précis sur ce sujet? Alors, vous me laisserez évidemment encore un peu le temps de m'imprégner de toute la manière dont fonctionne l'INA. Je ne dis pas que l'idée théorique, quand on la présente comme ça, n'a pas de sens. Je dis simplement que quand on rentre dans le détail des missions de l'un et de l'autre, et dans la manière dont ils assurent leur mission, en réalité, nous ne faisons absolument pas les choses de la même manière. Donc, je pense que vouloir faire fusionner des structures, des établissements qui ont des objectifs aujourd'hui assez bien identifiés, dont le périmètre est assez bien connu et qui fonctionnent selon des logiques, y compris technologiques, radicalement différentes, me semble davantage un risque de créer du coût pour la puissance publique plutôt que de créer des synergies et des économies. Mais je pourrais vous répondre de manière plus détaillée quand j'aurai étudié cette idée, car pour l'instant, je vous avoue qu'elle me semble extrêmement théorique. Donc, juste pour bien comprendre, plus une holding avec l'audiovisuel public, mais comme le dit le rapporteur, qui est une idée à mon avis pertinente, un partenariat stratégique peut-être avec la BNF qui n'est pas fait aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas, vous avez un partenariat aujourd'hui avec la BNF? Oui. Oui, il y a un partenariat. Oui, tout à fait. Les trois opérateurs du dépôt légal français, que sont la BNF, le CNC et l'INA, ont très tôt organisé des mutualisations partout où elles sont possibles pour l'accès à leurs collections respectives, qui se fait à Paris dans une salle commune au rez-de-jardin de la BNF et dans 50 lieux partenaires de l'INA, musées, bibliothèques, centres archives sur l'ensemble du territoire. Donc en fait, on a mutualisé de façon à ce que sur le même poste, vous puissiez avoir accès à des collections communes. Il y a bien sûr un rapprochement. Et d'ailleurs, le dépôt légal de l'INA, qui n'est accessible que dans les enceintes de l'INA, est consultable au rez-de-jardin de la Bibliothèque nationale de France. Merci, c'était précieux d'avoir cet élément, monsieur le rapporteur. J'insiste, monsieur le Président, monsieur le rapporteur, en tout cas à titre personnel, je n'ai pas de tabou sur la manière dont on peut rapprocher les structures publiques, mais ça fait 25 ans que je travaille pour des organismes publics, 20 ans, entre 20 et 25 ans, j'ai commencé à la direction du budget au ministère des Finances. Les logiques de fusion, il faut vraiment, je pense,
en établir l'étude d'impact et l'intérêt stratégique, financier, opérationnel avant de les engager sur une logique de simplification qui, en réalité, dans un certain nombre de cas, produit du surcoût et de l'inefficience pour la collectivité. Ma conviction, c'est qu'on peut, sans même faire de fusion, et ça, je suis très attaché à ça, mais on peut, sans faire de fusion, très largement mutualiser les efforts de nombreux organismes publics. Et ça, je pense que nous n'y échapperons pas, c'est un intérêt pour la collectivité, et je pense que tous les responsables d'établissements publics ou d'entreprises publiques, aujourd'hui, le savent et sont prêts à le faire. Merci pour vos réponses. J'ai observé dans le rapport de la Cour des comptes qui a été publié en février 2024, il souligne que l'augmentation des charges de l'INA a été aussi rapide que celle de son chiffre d'affaires. Je vais citer l'extrait du rapport qu'on peut lire, page 7. On observera que si sous la période sous revue le chiffre d'affaires augmente, malheureusement les charges augmentent au même rythme, et cela compte tenu des charges d'investissement pourtant considérables. Bon, vous en conviendrez, généralement la croissance d'une entreprise correspond aussi à cette croissance et à cet écart entre ses recettes et ses coûts pour accroître ses marges. Quand un budget croît, on est en droit d'attendre un certain nombre d'économies d'échelle qui sont autant de gains de productivité supplémentaires. On lit d'ailleurs, page 45 de ce rapport de la Cour des comptes, que le soutien accru de l'État ne saurait dispenser l'Institut de tout effort visant à identifier des leviers d'économie et de gains de productivité. Fin de la citation. Quelle est la stratégie financière de l'INA à long terme pour contenir l'augmentation de ses charges, pour dégager des marges, pour dégager de nouvelles possibilités d'investissement? Au fond, quels sont les grands leviers d'économie que vous avez identifiés? Vous êtes arrivé il y a peu de temps, mais quels sont les grands leviers d'économie que vous avez identifiés pour répondre aux efforts préconisés par la Cour des comptes? Merci, monsieur le rapporteur. Alors, j'ai une réponse en plusieurs temps. Bon, c'est d'abord une bonne nouvelle que, pour inverser le propos, le chiffre d'affaires progresse au même rythme que les charges. Ça n'est pas toujours le cas, comme vous le savez, dans les structures publiques, surtout quand elles sont sous contrainte de ressources publiques fortes. La Cour dit aussi, dans ce même rapport, que la pertinence et l'évolution des charges et investissements engagés ne doivent pas être appréciés à l'aune du seul critère des ressources propres, mais aussi à celui de la qualité des missions qui lui sont dévolues. Ainsi, certaines missions de l'INA ne produisent pas ou peu de revenus, alors qu'elles supposent d'importantes dépenses. L'exemple type, c'est le dépôt légal que je vous donnais tout à l'heure, l'exploitation des archives, le dépôt légal qui a doublé entre 2015 et 2022, et qui ne produit aucun revenu, qui fait partie intégrante de la mission de l'INA et qui n'a pas été financé, sur la période sous revue de la Cour des comptes, par de la ressource publique supplémentaire. Et donc, on est confronté à cette difficulté, et on arrive d'ailleurs à un palier dans l'évolution de nos recettes commerciales, je le disais, on est confronté à cette difficulté qui nous oblige, et c'est très normal, à assurer nos missions de service public historiques qui continuent à croître pour des raisons de volume, mais sans ressources supplémentaires, et à essayer parallèlement de dégager des ressources commerciales qui ne sont pas totalement englouties ou absorbées par les coûts de traitement de ces missions. Donc, on va travailler, et là encore, pardonnez-moi de vous faire une réponse un peu évasive, mais je serai en matière financière extrêmement précis à l'avenir. Laissez-moi quand même le temps de dessiner ma feuille de route, mais je vous dis sur quoi elle portera. Nous aurons évidemment la discussion sur la ressource publique et sur le coût du service public, parce que nous devons avoir cette discussion avec l'État et les pouvoirs publics, même si je ne méconnais pas la situation des finances publiques, mais nous continuerons à développer le chiffre d'affaires commercial dans la mesure où nous le pouvons, et pour développer le chiffre d'affaires commercial dans la mesure où nous le pouvons, car c'est un enjeu, j'ai envie de dire, de développement et même de pérennité de l'Institut national de l'audiovisuel,
Nous devons investir dans les outils qui nous permettent de le faire. On a évoqué l'intelligence artificielle tout à l'heure et le beau succès de data.ina.fr, mais investir dans les outils. Nous sommes devenus une entreprise technologique et il faut continuer à investir, car si nous ne le faisons pas, en revanche, nous allons très rapidement perdre la petite avance que nous avions prise. Et il faut modifier l'organisation. Modifier l'organisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire assurer la transformation des métiers, assurer la qualification des équipes de l'INA pour qu'elles soient capables de répondre à la fois aux nouveaux usages et aux nouveaux outils qu'on met en place, qui ne leur sont pas forcément natifs, car on n'archive pas, on n'indexe pas, on ne traite pas les archives audiovisuelles en 2026 comme on le faisait il y a encore 15 ou 20 ans. Et donc, c'est notre enjeu. Est-ce que ça va se faire de manière simple et évidente? Certainement pas. Nous subissons la contrainte économique comme tous les autres opérateurs, mais nous prioriserons, j'ai envie de dire, nos efforts pour dans l'objectif de maximiser nos revenus et de nous permettre de continuer à nous développer. Et je vois dans le rapport de la Cour des comptes un certain nombre de recommandations, notamment de contenir l'évolution de la masse salariale en jouant sur l'ensemble des leviers possibles. C'est la deuxième d'ailleurs recommandation. Est-ce que vous allez poursuivre cette recommandation de la Cour des comptes? Quels sont les efforts sur la masse salariale que vous allez poursuivre et acter dans les prochains mois? Monsieur le rapporteur, vous lisez sans doute beaucoup de rapports de la Cour des comptes. Moi aussi, j'en ai subi même quelques-uns. On a connu la Cour des comptes plus précise sur ses recommandations. Et je regrette, pour ma part, que cette recommandation soit un peu générale et un peu vague dans ce rapport, même si objectivement ce rapport est excellent. J'invite d'ailleurs les Français à le lire. Je ne sais pas si ils ont envie de lire intégralement un rapport de la Cour des comptes, mais c'est très intéressant et ça dit beaucoup de choses sur l'INA. Oui, nous allons poursuivre l'effort sur la masse salariale, mais j'aimerais vous faire une petite réponse quand même pour que les Français ne se fassent pas de fausses idées sur le sujet, et en me fondant sur le rapport de la Cour lui-même. Allez-y. Sur le périmètre des dépenses de personnel prévues dans les COM successifs, donc signées avec l'État, la masse salariale de l'INA est passée de 66,5 millions d'euros en 2015 à 67,5 millions d'euros en 2022, soit une hausse globale et cumulée de 1,4% sur 7 ans, et une hausse moyenne annuelle de 0,2%. Vous êtes parlementaire, vous suivez d'autres structures publiques, 0,2% de hausse moyenne annuelle de la masse salariale pour un institut national de l'audiovisuel qui a développé sa production comme jamais auparavant, c'est extrêmement faible. Alors, la Cour n'a pas remis en cause ces chiffres, mais a voulu y intégrer tout un tas d'éléments exceptionnels, y compris des traitements d'indemnités de fin de carrière, de retraite, ou la prime inflation versée en 2022, qui a été prévue par la loi d'ailleurs, et qui a été versée dans de nombreuses entreprises, pour établir une chronique qu'elle semble avoir considérée comme dynamique. Je vais vous donner les chiffres. Les chiffres, je parle des chiffres de la Cour, donc ceux qu'elle a mentionnés dans son rapport: 69 millions d'euros en 2015, 74,7 en 2022, soit une hausse globale de 8% sur 7 ans et une hausse moyenne annuelle de 1,1% pour une structure qui s'est par ailleurs totalement transformée. Dans le même temps, et je conclus là-dessus, selon l'INSEE, et cette commission pourra sans peine le vérifier, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 13%, donc 13% versus 8, soit une hausse moyenne annuelle de 1,8%. Comment peut-on qualifier de dynamique une hausse moyenne de la masse salariale de 1,1% par an? Je pense que les Français nous entendent et ils le ressentent eux-mêmes au sein de leurs entreprises, quand l'inflation, elle, augmente de 1,8% par an. Je précise par ailleurs, et tout ce que je dis ne remet absolument pas en cause des efforts
que nous continuerons à faire sur l'ensemble des postes de charge, y compris la masse salariale. Mais je tiens à le préciser, l'INA a respecté le plafonnement de sa masse salariale prévu dans le COM sur toutes les années de la période contrôlée par la Cour. L'INA a systématiquement respecté le cadrage salarial qui lui était notifié par les tutelles. La Cour écrit même cette phrase, alors c'est pour s'en émouvoir, vous allez partager cette émotion avec moi, que le revenu moyen des salariés augmente chaque année à la limite du plafond. Ben oui, c'est un peu l'objet d'un plafond, de ne pas le dépasser. Donc, nous avons respecté le plafond qui nous a été donné. Et dernier point, à mon avis, plus important et plus significatif, la part de la masse salariale sur les charges d'exploitation est passée de 63% en 2015 à 60% en 2022 et elle atteint en 2025 56%. On ne peut pas parler de masse salariale dynamique. Je conteste cette interprétation. Je conclus en disant une chose, c'est que je comprends que la Cour puisse regarder la masse salariale dans les structures publiques, parfois de manière avec un regard un peu négatif ou dépréciatif, mais la masse salariale et particulièrement, je le constate, les salariés de l'INA, c'est aussi un actif. Ce sont des gens qui produisent la valeur que nous sommes capables de dégager en touchant aujourd'hui des volumes de consultation de vidéos à hauteur de 2,2 milliards par an, alors qu'on était à 150 ou 157 il y a encore 10 ans. Et donc, les arbitrages que nous aurons à faire, ils ne doivent pas être systématiquement défavorables à la masse salariale. La masse salariale qui a la capacité de transformer l'entreprise, elle sert à remplir notre mission. Merci. Ce qui me permet, on ne l'a pas fait à ce stade des débats, mais de saluer l'engagement de vos salariés qui font vivre aussi le patrimoine audiovisuel, sa diversité et sa richesse. Et à travers vous, les remercie aussi de leur engagement au quotidien. Monsieur le rapporteur, une dernière question et je devrais suspendre parce que nous avons une audition et notre invité est déjà présent. Merci Monsieur le Président. Le contrat d'objectifs et de moyens entre l'État et l'INA rappelle que l'INA est chargée d'une mission de conservation en fixant d'ailleurs comme première priorité stratégique la préservation et la transmission du patrimoine audiovisuel, c'est à la page 3. Mais on voit aussi que le contrat évoque votre mission qui consiste à, je cite, faire progresser la conscience individuelle et collective des citoyens en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, de l'inclusion des personnes en situation de handicap et plus généralement de la représentation de la diversité. On peut le lire à la page 5. Cette notion de diversité qui est mentionnée dans le COM, est-ce qu'elle fait l'objet d'une définition précise de l'INA? Est-ce qu'il y a des indicateurs mesurables, objectivement, qui permettent d'évaluer cette représentation de la diversité? J'ai déjà posé la question à d'autres de vos prédécesseurs, mais c'est une notion en tout cas qui, je pense, pourrait être assez éclairante. Comment est-ce que vous poursuivez concrètement et mesurez concrètement l'atteinte de cet objectif de représentation de la diversité? Alors, je n'ai pas la réponse. J'ai trop peu de recul, encore une fois, pour vous donner la réponse, mais je vous la donnerai. Je vous dirai comment c'est suivi aujourd'hui, et je vous dirai aussi comment nous entendons le suivre à l'avenir. J'ai peut-être juste une dernière question. On n'a pas du tout évoqué ce sujet, mais qui m'apparaît essentiel. Le patrimoine audiovisuel, vous le faites vivre sur les plateformes numériques, sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi un actif culturel. On voit le succès de musées ou en tout cas de lieux dédiés à l'image, dédiés au numérique. Voilà, je ne vais pas les citer, mais ils font un travail remarquable. On peut se demander pourquoi l'INA, je vais vous le dire alors, positivement, est-ce que dans votre projet stratégique, il y a peut-être la volonté de faire de l'INA un lieu culturel? Pendant longtemps, vous faisiez beaucoup d'expositions, vous faisiez beaucoup de partenariats avec des festivals, vous créez même des festivals. Depuis ces dernières années, c'est moins le cas. Il y a moins, enfin peut-être un peu moins en tout cas, mais est-ce que cette volonté aussi de faire de l'INA un lieu culturel qui permet de donner accès aux Français au patrimoine, pas seulement sur les plateformes numériques, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux de Madeleine, mais aussi dans des lieux physiques, on pourrait imaginer des partenariats avec des institutions culturelles françaises? Alors, je ne crois pas que nous ayons renoncé à le faire, mais outre que la priorité est évidemment le basculement technologique sur les plateformes qu'on a évoqué, la contrainte budgétaire et financière nous oblige aussi à prioriser nos actions.
Donc, aussi souvent qu'on sera en capacité de faire rayonner le patrimoine. C'est un enjeu véritablement de rayonnement du patrimoine au-delà. J'ai envie de dire, si je vous suis, mais même presque les bandes physiques, ça pourrait avoir du sens. Nous continuerons à le faire. La réalité, c'est que dans une période de très grande contrainte économique, on est obligé de se recentrer sur ce qui est absolument prioritaire. Merci pour cette réponse. Merci pour vos réponses complètes et pour cette audition. Souhaitons une prise de fonction dans les meilleures conditions possibles et nous serons heureux de vous accueillir dans d'autres contextes dans notre assemblée pour que vous puissiez nous présenter vos premières actions, les premières mesures que vous allez engager au sein de l'INA. Donc je rappelle, vous êtes le président simplement depuis une semaine maintenant ou quelques jours. Voilà. Et merci Madame la directrice, merci Monsieur d'être venu participer à nos travaux et à cette audition. Merci Monsieur le Président. Permettez-moi de vous renvoyer l'invitation à vous et aux rapporteurs et à l'ensemble des membres de la commission. Les salariés de l'INA sont très fiers de présenter leur travail, la manière dont ils fonctionnent, donc vous êtes toujours les bienvenus. Très bien. Ne tentez pas le rapporteur, sinon on va venir faire un contrôle sur place et sur pièce, mais en tout cas on viendra pour une visite, on viendra avec plaisir pour une visite. Nous y sommes tout à fait disposés. Avec grand plaisir. Rien à cacher. Si le rapporteur l'accepte, je l'accompagnerai bien volontiers et nous viendrons vous voir à Brie-sur-Marne. Merci d'avoir suivi cette audition consacrée à l'INA et aux enjeux du service public audiovisuel. Pour rester au plus près des travaux parlementaires,